millésime pour nous d'une excellente qualité, non seulement parce que, comme vous le voyez à l'instant, on a le nombre de candidats et de fonds labellisés qui augmente à nouveau cette année de 7% pour atteindre 118 fonds labellisés, mais aussi, on va le voir dans quelques minutes, parce que la qualité des fonds ISR que nous labellisons croît d'année en année, et en particulier des choses très intéressantes qui ont révélé finalement l'analyse de tous ces fonds au cours de l'été et des derniers mois. Je tiens là-dessus à remercier toute l'équipe de recherche, Aurélie Barochet, Yann Ledoré, Noémie de Lagorce et puis Ella Kozik, sans qui évidemment tout ce travail, tout ce résultat des labels ne pourrait être ce qu'il est aujourd'hui. Donc il soit remercié chaleureusement et j'espère que vous reconnaîtrez, vous qui êtes candidats au label, vous êtes assez nombreux ce matin, qu'ils ont fait un travail excellent en matière d'analyse de vos fonds candidats. Alors, le label, c'est un label qui croît dans la durée en matière de nombre de fonds labellisés. Et cette année, on observe un quasi sans faute, puisque finalement, il y a un seul fonds qui aura été candidat et qui n'aura pas reçu le label. Et pour autant, j'ai envie de dire, c'est un label qui n'est pas un long fleuve tranquille pour les fonds qui sont labellisés cette année encore. Pourquoi je dis ça? Puisque si on se retourne un petit peu dans les 5 années qui précèdent, avec le tableau que vous avez sous les yeux, on peut observer non seulement le nombre de fonds qui n'ont pas reçu le label alors qu'ils étaient candidats, mais aussi les fonds qui ont perdu leur label d'une année sur l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui permet de effectivement montrer aux gérants qui sont challengés année après année. Et c'est extrêmement important pour la crédibilité de notre outil de labellisation. Pourquoi on peut être délabellisé d'une année à l'autre? Il y a principalement deux raisons, soit des processus de gestion qui évoluent et qui quelque part sortent en dehors des clous du label, ça intervient assez régulièrement, les gestions évoluent. Certaines évoluent, je dirais, de façon temporaire, et donc dans cette phase temporaire, on est amené à les délabelliser pendant une année. Pour d'autres, c'est plus durable. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'un certain nombre des fonds sont délabellisés parce qu'au cours des années, nous avons été amenés à augmenter les exigences du label pour vraiment accentuer cette idée d'un label de qualité sur les fonds ISR, les fonds qui ont la meilleure qualité sur le marché en France et en Europe. On voit dans le tableau très clairement une phase un peu charnière qui est l'année 2012, où non seulement les fonds qui n'ont pas obtenu le label, mais les fonds qui l'ont perdu a été la plus importante. Et depuis 2013-2014, désolé pour ceux qui ne voient pas bien le tableau, donc je vais peut-être donner les chiffres. En 2012, il y avait plus de 80 fonds qui en tout n'ont pas soit réobtenu le label, soit n'ont pas obtenu sur une première candidature. Et depuis, les choses se sont un petit peu lissées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des fonds qui ont amélioré leur process, amélioré la qualité des portefeuilles pour se mettre, je dirais, au diapason avec les exigences du label qui, encore une fois, ont clairement vu une augmentation en 2012, ce qu'on appelait un peu la seconde phase de label qualité. C'est aussi un label qui devient de plus en plus européen, et ça pour nous c'est source d'une grande fierté. On a initié l'ouverture aux fonds qui sont européens il y a 2 ans, et cette année confirme ce développement, puisqu'on a aujourd'hui plus du quart des fonds labellisés qui ne sont pas gérés en France, et en particulier un développement significatif de la part des gérants suisses et néerlandais, mais aussi pour la première fois cette année un fonds géré au Royaume-Uni. Et je dirais à chaque fois qu'on a des nouveaux gérants, et en particulier les gérants qui ne sont pas français et donc qui connaissent un peu moins bien Novetic que vous-même qui êtes probablement dans la salle, le feedback est un peu le même, c'est-à-dire à l'issue du processus de labellisation, on voit qu'il y a cette reconnaissance selon laquelle, grâce à Novetic, il y a un challenge, il y a des questions qui sont, j'espère, toujours pertinentes et qui permettent de valider le modèle ISR pour le gérant, une validation externe qui n'existe finalement pas beaucoup ailleurs en Europe. Et donc ça va permettre ensuite, pour valoriser un processus ISR auprès des tiers, et notamment les investisseurs,
d'avoir un certain nombre de gages de garantie de qualité. Alors, la grande exception à ce tableau-là, c'est l'Allemagne, puisque nous n'avons aucun fonds labellisé en Allemagne, et pour une raison très simple, les sociétés de gestion allemandes attendent le label de place qui est en train d'être développé par le Forum pour l'investissement responsable allemand, l'association FNG, et donc effectivement c'est un peu un frein pour le label Novetic. Néanmoins, nous sommes partie prenante du développement de ce label, donc on espère qu'évidemment notre développement et notre ambition européenne en termes de labellisation trouvera certaines concrétisations dans l'avenir également en Allemagne. Je le disais à l'instant, le millésime, donc c'est un développement quantitatif et aussi géographique, mais c'est aussi un développement en termes de qualité pour les fonds que nous avons labellisés. Alors la qualité d'un fonds ISR, c'est quoi? C'est d'une part la qualité d'une analyse environnementale, sociale et de gouvernance, et bien évidemment, le pendant, c'est la qualité du processus de sélection qui va conduire à la constitution du portefeuille. On voit des choses assez intéressantes. Vous connaissez, pour nous suivre régulièrement, le marché français comme un marché de prédominance best in class. Le best in class, c'est ce processus avec une analyse multicritère qui va permettre de noter les émetteurs en termes de pratiques ESG globales et de sélectionner les meilleurs, tous secteurs confondus. Et cette idée du tout secteur confondu amène parfois certains fonds à être très proches de l'indice, à être peu différenciants. Et la bonne nouvelle cette année, c'est de voir qu'un tiers pratiquement des fonds labellisés s'orientent vers une nouvelle forme qu'on appelle dans le jargon, j'ai envie de dire Best in Universe, qui est un peu l'opposition au Best in Class, c'est pas beaucoup plus sympa à prononcer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce Best in Universe? Ça veut dire que dans l'analyse des entreprises, on va considérer bien évidemment leurs pratiques ESG, mais on va aussi mettre de façon croissante l'accent sur leur secteur d'activité, leurs produits et services, et l'impact de ces produits et services sur la société et l'environnement. Ça donne des univers d'investissement dès lors qu'il s'agit de sélectionner les titres qui vont recouper les deux dimensions, comme on le voit un petit peu sur le graphique, la matrice un peu simplifiée que j'ai essayé de faire ici. Bien sûr, il peut y avoir une granulosité beaucoup plus fine, et ça donne des univers d'investissement qui vont effectivement s'orienter non seulement vers des entreprises aux pratiques ESG favorables, mais aussi dont les secteurs d'activité sont plutôt prometteurs en matière de développement durable. De cette analyse-là se dégage très clairement pour les 30 fonds qui se sont orientés vers ce type de démarche deux consensus forts en termes de secteur. Le premier n'est pas une surprise, c'est le secteur extractif qui concentre à lui seul à peu près tous les risques ESG et une bonne partie des principales controverses en matière environnementale, sociale, droits de l'homme, tout ce que vous voulez sur cette planète. Et donc, assez logiquement, les fonds qui s'orientent vers cette sélection absolue vont avoir tendance à sous-pondérer, voire écarter le secteur pétrolier. Alors c'est effectivement pas une surprise d'un point de vue fondamental en matière de développement durable. D'un point de vue financier, ça l'est davantage, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la cote, ce secteur représente une part importante des indices. Et donc choisir d'écarter ce type de secteur, c'est un parti pris qui est fort pour un géant ISR. Et autre secteur intéressant qui a fait lui aussi le consensus de la part des gérants qui ont ce type de pratique, c'est le secteur financier dont il faut rappeler un peu l'histoire en matière de ESG. Le secteur financier a historiquement été considéré comme un secteur plutôt sans problème, avec des analyses qui s'appuyaient surtout sur les pratiques de ressources humaines, et on peut imaginer que les salariés des banques sont plutôt bien traités, et donc des pratiques sans histoire, j'ai envie de dire. Également une analyse qui se portait parfois un peu trop sur comment ces mêmes banques géraient les émissions de carbone et la consommation de papier de leurs agences et de leurs immeubles de bureaux. Ça, c'est complètement terminé, et on voit aujourd'hui que depuis la crise, l'analyse a complètement évolué pour prendre en compte de façon accrue les paramètres de gouvernance, et bien évidemment, dans le cadre de cette crise financière, tous les problèmes qui sont apparus ressortent comme des problèmes et des sources de risques suffisamment importantes pour que là aussi, donc, c'est un vrai consensus pour la trentaine de fonds concernés. Le secteur financier va être soit fortement sous-pondéré, soit carrément exclu des portefeuilles.
ça, c'est un vrai témoignage, nous semble-t-il, de l'amélioration de la qualité des fonds. Un autre témoignage de conviction de la part de ces gérants ISR, c'est la gestion des controverses. Les controverses, elles ont toujours été, bon an, mal an, prises en compte par les agences de notation pour réduire de ci, de là les critères concernés dans les notes ESG. Mais aujourd'hui, ce qui se développe très fortement, c'est une prise en compte beaucoup plus fine de ces controverses directement par les gestions afin de réagir au plus vite aux entreprises les plus controversées. Controversées sur quel sujet? On va parler là effectivement de violation des droits de l'homme, de pollution majeure, de fraude, de corruption, tout un tas de questions qui vont vraisemblablement faire la une des journaux et qui pose non seulement la question de la réputation des entreprises, mais aussi, dans certains cas, de leur modèle économique, de leur profitabilité à court terme, et enfin, bien évidemment, de la crédibilité des fonds ISR dès lors qu'ils détiennent ce type d'entreprise. Et donc, effectivement, les processus de gestion des controverses vont tendre à écarter ces entreprises ou à faire en sorte qu'elles règlent le sujet de la controverse, est un bon moyen d'écarter le phénomène un peu, le syndrome mouton noir de ces fonds ISR. Alors ce que vous voyez sur le graphique ici, c'est que le nombre de fonds qui sont labellisés et qui ont un processus de gestion des controverses structuré augmente, c'est-à-dire qu'on a finalement plus qu'à peu près un fonds sur 10 dont le suivi des controverses se fait de façon un peu intégrée à l'analyse et pas suffisamment spécifique à notre goût. Et puis, plus de la moitié qui ont aujourd'hui une analyse qui est qualitative mais systématique à partir du moment où il y a une controverse. Pourquoi elle est qualitative? Parce que l'arbitrage entre faut-il exclure l'entreprise, faut-il s'engager auprès d'elle et de l'engagement émane-t-il une action corrective ou pas d'action corrective et donc on en vient à l'exclusion. Tout ça c'est quelque chose d'assez qualitatif effectivement qui fait appel au bon sens des gérants et bien sûr à l'analyse des équipes de gestion. Donc ça pour nous c'est quelque chose de très rassurant. Et puis pour un tiers du panel, on a également des processus encore plus structurés avec des systèmes assez automatiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire selon exclu ou mis sous surveillance de façon assez procédurée. Alors, on a cherché à avoir une illustration très concrète de cette gestion des controverses, très concrète et très d'actualité, en étudiant ce qui s'est passé avec l'affaire BNP Paribas depuis le début de l'été. Et on a été tout à fait conforté dans cette idée que la gestion des controverses progresse au sein des fonds ISR, puisque BNP est une société dont la politique RSE a toujours été plutôt valorisée par les analystes, une société qui d'un point de vue de la réputation a été relativement épargnée par la crise financière, je dis relativement donc, par rapport aux autres grandes banques européennes et internationales, et donc qui était de facto dans 70% des portefeuilles labellisés au début de l'année. Ce qui s'est passé au cours de l'été, c'est un revirement assez radical, puisque 80% des gérants de ces fonds que nous avons donc sondés ont eu une réaction immédiate qui les a amenés à mettre le titre sous surveillance, à geler les investissements dans BNP Paribas, à engager un dialogue et un engagement assez ferme, puisque avec des attentes très claires sur quels sont les processus de mise en conformité de BNP Paribas et les garanties qui vont permettre de s'assurer que la controverse ne se reproduise pas, et évidemment l'amende de 10 milliards de dollars non plus. Et donc tout ça est allé très vite et dans un cinquième des cas, 20% des fonds, on a carrément une exclusion, c'est-à-dire qu'on a considéré que la controverse était trop importante, la réaction de BNP probablement trop tardive, le coût à payer trop fort et donc le titre a été sorti tout bonnement des portefeuilles. Et donc là on parle d'une réaction en quelques mois, depuis le mois de juin, et ça c'est quelque chose qui nous semble fondamentalement une évolution fondamentale, puisqu'il y a quelques années encore, on aurait eu ce type d'analyse, je pense qu'on aurait vu les fonds ISR réagir au moins en utilisant au moins 6 mois, 1 an. Là, on sent qu'il y a une vraie préoccupation de réagir vite, comme ça se produit d'ailleurs dans l'analyse financière, pour écarter les portefeuilles ISR des entreprises les plus problématiques. Alors, dernier élément, quand on parle de qualité des fonds ISR, c'est bien évidemment le reporting et le suivi de la performance ESG.
là, très clairement, il nous semble que même si tous les fonds que nous labellisons aujourd'hui présentent des indicateurs de performance ESG, cela reste le chantier à améliorer, le chantier à renforcer. Pourquoi? Parce que ces indicateurs non seulement ne sont pas normalisés, et je vous ai présenté ici quelques exemples que je vais commenter peut-être, mais en plus, nous semble-t-il, il manque quelque peu de lisibilité, et donc s'il s'agit de communiquer auprès du souscripteur final, qu'on peut imaginer un épargnant particulier, on pense que là, il y a encore un manque assez clair pour générer cette conviction, cette assurance sur la performance extra-financière des fonds ISR. Alors voilà des graphiques que nous on analyse très en détail et qu'on déconstruit pour essayer de comparer les fonds entre eux, avec différents cas de figure. Celui en haut à droite, on est dans le graphique de type toile d'araignée, où on a décomposé l'analyse E, S et G selon 5 piliers, et on va pouvoir comparer entre le graphique noir et le graphique gris sur chacun de ces piliers, sur une échelle de notation qui est celle du gérant, en l'occurrence Mandarine, le delta pour chaque pilier entre la note du fonds et la note de son benchmark. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez visuel. Pour être un petit peu plus dans une comparaison possible et quantitative, on nous présente également dans le même reporting une note moyenne. Alors l'échelle est de -2 à +2, bon, c'est le choix du gérant ou peut-être de son provider d'information. Ça permet là de comparer de façon un petit peu plus quantitative le fonds à son indice, mais encore une fois, l'échelle n'est pas une échelle universelle, et donc on ne pourra pas comparer ce fonds Mandarine à un fonds d'une autre société de gestion. Un autre exemple qu'on a souhaité porter là, et ce sont des exemples, mais quand même on peut faire des catégories, on pourrait trouver d'autres sociétés de gestion qui travaillent de la même manière. Autre exemple chez Mirova, où l'on a choisi positive, neutre, risque, etc. Et où on a décomposé le portefeuille et l'univers et l'indice, pardon, en nombre de valeurs et en pourcentage, pour pouvoir comparer les choses de façon, encore une fois, assez fine, mais assez difficile à analyser si on se projette dans l'œil d'un épargnant particulier. Alors, ce qui nous semblerait important de voir se développer, ce sont des indicateurs qui parleraient un peu plus à tout le monde, type empreinte carbone des portefeuilles ou création d'emplois associés aux entreprises investies. Ce qui est assez dommage aujourd'hui, c'est de voir qu'il n'y a que 17 fonds qui travaillent sur ce type d'indicateur. On a mis un exemple ici avec la création d'emplois générée par les entreprises du fonds BNP Aqua, comparé là encore à son benchmark, avec des chiffres qui sont d'ailleurs assez remarquables de performance. Là encore, hein, pour les fonds qui ont ce type de pratique et qui sont un peu trop rares, on a un problème de comparabilité, de méthodologie, et probablement il y a un vrai travail de place à fournir encore. C'est ce que je démontrais l'étude qu'on a produit l'an dernier sur le sujet. Un vrai travail de place pour atteindre des indicateurs qui soient consensuels, qui soient consolidés et qui permettent de comparer les fonds les uns avec les autres. Donc voilà un peu pour le bilan de ces fonds ISR labellisés en 2014. Alors, comme vous le savez, depuis l'an dernier, nous proposons aussi le label Fonds Vert pour les fonds qui ont une thématique environnementale, qu'on a souhaité être un outil très clairement distinct avec une méthodologie spécifique. Cette méthodologie, elle va viser à garantir que le processus de sélection des entreprises d'un point de vue environnemental est cohérent et structuré, et qu'il y a une cohérence entre ce processus, cette thématique environnementale, et les entreprises que l'on retrouve en portefeuille. Et bien évidemment, dernière chose fondamentale, on va s'assurer qu'il y a une explication suffisamment claire de la part du gérant auprès du souscripteur et généralement du public au travers des reportings, qui va permettre de comprendre pourquoi les entreprises en portefeuille peuvent être attachées à telle ou telle thématique environnementale, lutte contre le changement climatique, gestion de la ressource en eau, etc. Les 7 fonds qui ont effectivement été labellisés cette année offrent ces garanties, c'est-à-dire qu'ils déclinent très clairement leur thématique, leur thème environnement en domaine d'investissement, et les entreprises du portefeuille sont rattachées au domaine en question avec des seuils de chiffre d'affaires suffisants. Maintenant, on a là encore, nous semble-t-il, une marge de progrès quant à la mesure.
gagnerait fort à travailler notamment sur des idées d'empreinte carbone, hein, puisqu'on parle de fonds qui sont avec une dominante, une thématique environnementale. Malheureusement, aujourd'hui, aucun des 7 fonds que nous labellisons ne pratique cet exercice d'empreinte carbone. Donc là, vraisemblablement, encore un petit peu de travail pour les années à venir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Alors, justement, oui, vous avez raison. Juste peut-être pour conclure, on voit bien avec ce que vient de dire Dominique qu'il y a un sacré challenge qui attend ceux qui participent au débat sur les projets de label ISR public, puisque aujourd'hui, la capacité de l'offre à prouver qu'elle peut financer la transition énergétique, à quelles conditions et de quelle façon, nécessitera une très grosse marche pour améliorer les choses. Il faut que vous ayez en tête aussi, je reviens d'Oslo où j'ai passé 2 jours, que pour nous il y a aussi un décalage entre la façon dont on appréhende aujourd'hui l'ISR en France. Alors je parle des clients d'une certaine façon. Bon, les clients particuliers, ils n'ont pas, je pense, forcément de réflexion, mais même les institutionnels, il y a un décalage entre ce genre de région où clairement les investisseurs se demandent comment gérer leur risque carbone, c'est-à-dire est-ce qu'ils désinvestissent, est-ce qu'ils font de l'engagement actionnarial, ils mesurent leur empreinte carbone, et nous, où on est en train, d'abord on est dubitatif, c'est-à-dire on est risco-climato-sceptique, déjà premièrement, et puis ensuite on n'en est pas à ce stade-là. Or c'est vrai que là-dessus, la question de savoir comment ce type de produit peut aider avec des démarches de labellisation à financer la transition énergétique, c'est vraiment le cœur du sujet. Et on voit bien qu'effectivement, même sur cette logique d'empreinte carbone où la France va être très regardée l'année prochaine à cause de la COP21, il y a un vrai sujet de valorisation de l'offre ISR française qui s'exporte très honnêtement pas très bien aujourd'hui, voire pas du tout. Ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est effectivement, il va y avoir une annonce dans le courant du mois de septembre au Climate Summit de New York sur le fait qu'un certain nombre d'acteurs vont s'engager à décarboner leur portefeuille à des hauteurs significatives. Et donc là, comment ça va matcher avec ce qui est aujourd'hui un mouvement international, comment l'ISR pourra prouver sa capacité à donner des preuves et à s'inscrire dans ce mouvement-là. Je pense que ça, c'est vraiment le challenge important. Ce que Dominique vient de vous montrer, c'est qu'il y a vraiment des choses intéressantes, il y a une matière formidable. La prochaine étape, c'est les éléments de preuve, c'est comment on les communique, comment on les construit, en sachant très bien, on sait parfaitement que ce n'est pas un travail facile, mais une des parties importantes de l'engagement actionnarial, ça consiste aussi à faire pression sur les émetteurs pour avoir de la donnée de qualité qui permettent de construire ces choses-là. Et là aussi, on voit bien que l'ISR à la française est aujourd'hui dans une démarche qui nécessiterait d'être plus en accord avec tout ce qui se passe par ailleurs. Alors, on vous propose donc une petite partie de questions sur les fonds labellisés eux-mêmes, maintenant, avant de passer au débat. Les questions les plus brûlantes, auxquelles Dominique n'a pas répondu par anticipation. Notre spécialité, souvent, c'est de répondre à toutes les questions que vous aviez envie de poser. On a fait ça encore une fois. Vous n'avez pas assez profité du café? Ah, mademoiselle. Je me posais la question par rapport Je veux toujours attendre un petit temps, le temps de dire ça marche pas en général. D'accord. Je me posais la question par rapport à la controverse BNP Paribas et je me demandais si vous aviez posé la question à des investisseurs non ISR. Moi j'ai la sensation que les investisseurs non ISR ont aussi réagi à la controverse et ont par exemple vendu toutes leurs parts suite à celle-ci. Voilà, je ne sais pas ce que Alors, vous pensez. c'est un cas intéressant. Alors, d'après mes informations, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, BNP Paribas est tout à fait conscient de l'enjeu de la crise qu'il traverse. Mais pour l'instant, les warnings ne sont pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assisté à un mouvement global de désinvestissement. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et sur ce point, j'ai tendance à les croire. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui a développé Dominique, c'est la question de l'organisation de la gestion des controverses. On part quand même d'un cas de figure qu'on voyait encore il n'y a pas si longtemps que ça, où globalement, c'est pour des raisons liées à l'analyse des controverses que les gérants ont eu cette réaction-là. Donc nous, on s'est focalisé là-dessus. Après que BNP Paribas, compte tenu du montant de l'amende et compte tenu de tous les dommages collatéraux, soit aujourd'hui une valeur, regardez,
avec circonspection d'un point de vue strictement financier, oui. Mais c'est aussi ça qui est intéressant à l'heure actuelle dans l'investissement responsable, c'est la convergence d'analyse financière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on parle dans le jargon de matérialité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont devenus très très concrets parce que les entreprises ne payent cash. Si on prend la corruption, les montants, entre le montant des amendes qui va crescendo, les dommages collatéraux que vous avez avec le manque de candidature aux appels d'offres, etc., je suis d'accord qu'un analyste financier normalement constitué, il doit regarder ce genre de sujet. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que aujourd'hui, il y a cette idée que... je ne sais pas si vous... Non, vous êtes très jeune, mais vous ne devez pas vous souvenir du cas de Danone, qui était l'emblème au début de l'ISR, parce qu'ils avaient annoncé des plans sociaux chez Lu, dans la biscuiterie Lu. Et donc, tout le monde disait, bah, qu'est-ce que fait Danone, qui était bien noté par ailleurs, alors qu'il ferme des usines, je ne sais plus très bien, en Île-de-France. Et donc, il y avait vraiment ce problème-là. Et le monde de l'ISR répondait, bah, attendez, Danone, sur mes critères, ils sont très très bien notés, et l'histoire de Lu, c'est dramatique pour les ouvriers, etc., enfin les gens qui fabriquent des gâteaux, mais de toute façon, les gens ne vont plus manger de gâteaux. Donc, on anticipe sur le fait que les gens ne mangent plus de gâteaux. 10 ans après, d'une part, je pense que quand même finalement, il y a encore quelques amateurs de gâteaux. Ensuite, il y a vraiment eu une interrogation autour de ce genre de sujet, et je pense qu'on ne le traiterait pas du tout de la même façon. Et c'était en gros, dissocions bien l'ISR de l'agitation médiatique. Aujourd'hui, cette idée que l'analyse ESG, elle sert à identifier, et la maison à laquelle vous appartenez en fait tout à fait partie, des points cruciaux et des signaux souvent encore un peu faibles, mais d'anticiper sur des crises qui peuvent coûter très cher, est devenu quelque chose d'important. C'est un des acquis de l'ISR de notre temps. J'ai une réponse très longue, une question. Juste pour ajouter, il ne faut pas oublier dans les chiffres que je vous montrais tout à l'heure qu'il y a effectivement 20% des fonds concernés qui ont écarté le titre, mais sur les 80% de ceux qui ont réagi, il y a tout le dispositif d'engagement. Et donc, si on regarde un peu les chiffres, ce qui est vraiment intéressant de la part des gérants ISR, c'est une réaction immédiate et une réaction qui cherche à creuser pour voir comment on va réagir. Dans certains cas, effectivement, l'exclusion n'était pas forcément la meilleure solution parce que c'est un réflexe entre guillemets financier dès lors que qu'il y a 10 milliards de dollars dans la balance et peut-être un réflexe un peu trop court-termiste, un peu trop financier. La question pour un gérant ISR, c'est de gérer cette affaire-là pour savoir très clairement si ça ne va pas se reproduire et de challenger l'entreprise dans ce sens. Et à ma connaissance, je crois qu'effectivement, il y a une volonté de faire un roadshow spécifique pour les investisseurs ISR qui ont des questions spécifiques aussi. Donc on voit bien là aussi que c'est identifié dans des entreprises de ce type-là qu'on ne parle pas du même problème. Question, monsieur. J'attends la fameuse seconde, ça y est. Ça marche. L'année dernière, il y avait eu un chapitre destiné au fonds ISR indiciel. Cette année, le chapitre a disparu, indiciel, ETF. Est-ce que c'est une volonté délibérée? Est-ce que finalement c'était un non-sujet? Quelle est la réflexion Non, c'est surtout qu'on n'était pas dans cette catégorie. Alors nous avons plusieurs rendez-vous annuels que nous essayons toujours de faire dans des locaux agréables. En fait, c'est l'étude qu'on a publiée en début d'année sur la notion de gestion indicielle, comment, en gros, des investisseurs qui ont une stratégie globale déclinent la prise en compte de critères ESG à leur partie gestion indicielle. À l'heure actuelle, on n'a jamais été, je crois que ce n'est pas le cas possible, me semble-t-il, des fonds indiciels ne sont pas des fonds labellisés pour la plupart. Non, ils le seraient en théorie si on avait un indice suffisamment solide, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de cas où on ait et un indice solide et un fonds qui soit assis sur cet indice, qui soit candidat au label et qui donc puisse passer la barre de nos critères. Non, très clairement. Et c'était aussi ce que montrait l'étude, c'est-à-dire qu'il y avait un peu une décorrélation entre des indices ISR qui existent et pas beaucoup de fonds en face, et puis des fonds indiciels qui tentent un peu le pari de l'ESG, mais par les petites lorgnettes des armes controversées, mais pas vraiment de fonds ISR indiciels avec une qualité ISR telle que nous. Ce qui est en train d'émerger, par contre, et qui devrait se développer, j'imagine, en 2015-2016, c'est des indices thématiques environnementaux, low carbone, il y a même un projet de green bonds, d'indice green bonds, et d'un certain nombre de déclinaisons. Alors en gros, vous pouvez mettre le curseur plus ou moins fort sur la présence ou non de carbone. Donc ce genre de fonds qui vraiment ont éclos en 2014 vont se développer, et ça c'est certain, en 2015-2016.
Là, on verra effectivement jusqu'où on peut entrer dans les processus de labellisation. Il y a des débats à l'infini sur peut-il sortir le carbone, à quelle hauteur une compagnie pétrolière est considérée comme carbo-intensive, etc. Donc, je pense qu'on a quelques sujets intéressants sur la table. Alors, Maud. Moi j'ai une question, pas la gratter, sur comment est-ce que vous voyez l'avenir du label ISR dans le contexte du label de place qui est annoncé comme voyant le jour l'année prochaine sur la partie action. Alors, on va partir. Il nous est difficile de répondre en l'état tant que le dispositif n'est pas public et clair sur ses finalités et ses fonctionnements. Nous, ce qui nous paraît très dommage, on va dire, c'est que le travail qu'on vient de vous montrer, qu'on a accompli depuis 5 ans, c'est-à-dire de capacité, me semble-t-il, du label à la fois pousser le marché vers le haut, puisque clairement, ceux qui étaient déjà là il y a 5 ans savent que quand on a lancé le label, il y avait 2 fonds sur 300 qui étaient compatibles avec ces critères-là. Aujourd'hui, non seulement on a une centaine de fonds qui font de la gestion ISR de conviction, pour dire les choses très simplement, et que je pense sincèrement que le fait d'être challengé chaque année par l'équipe n'est pas étranger à ce processus. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là savent bien l'effort que ça demande de faire tout ça, et que le fait qu'un auditeur, entre guillemets, externe vienne les challenger avec ce que nous on met en avant dans la démarche qu'on a, c'est l'expertise et l'indépendance. C'est-à-dire on est, je crois, on connaît un petit peu quelque chose à l'investissement responsable, mais moi j'espère, et puis on est indépendant des offreurs, ce qui nous met dans une position plus forte évidemment pour les challenger. Alors ça, cet acquis-là, il nous paraîtrait, avec le petit plus qui nous paraît effectivement clé, qui est la question de la mesure d'impact, si ce paquet-là, ou si ce paquet-là a ce genre de ruban, on pourra regarder. La question posée aujourd'hui, c'est effectivement de savoir comment ce qui sortira des négociations multiparties prenantes en cours. Les 2 risques, pour nous, les plus importants sont ceux d'une autolabellisation qui se déguiserait avec une usine à gaz de gouvernance dont on ne comprendrait pas très bien, mais qui, in fine, ça voudrait dire qu'effectivement, on est sur ce genre de démarche. Ça serait dommage. Ça serait dommage, et ça m'amène tout naturellement à notre débat. Alors, on devait théoriquement amener les... Non, ah pardon. Bah, du coup, on va installer les chauffeuses, et puis après, on va participer au débat, qui est effectivement de quel élément de crédibilité a besoin un label. Je profite de mes dernières secondes de micro pour saluer aussi l'équipe communication qui a organisé cette journée absolument. Pleine de soleil. Agathe G1, Lucie Davio qui est en train de aussi trimballer les chauffeuses. Et Célia qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, donc, je vous écoute. Oui, simplement, je vais revenir sur la question du carbone. Oui. On porte de plus en plus au nez le fait de réaliser un bilan carbone de ses portefeuilles. Et alors, on sait très bien que c'est quand même une analyse assez biaisée qui ne prend pas en compte notamment des émissions indirectes de scope 3. Voilà. Donc, est-ce qu'en France ou à l'étranger, vous avez identifié des meilleures pratiques dans le secteur, dans la manière de réaliser cette analyse carbone des portefeuilles? Et si oui, est-ce que vous pouvez les partager? Oui, alors effectivement, je vous confirme que ça n'a rien de simple et qu'aujourd'hui, il y a eu en plus une espèce d'accélération du phénomène qui fait que tout le monde est parti dans le désordre et donc les méthodologies sont loin d'être uniformes. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux de recherche, je parlais des indices par exemple qu'MSCI est en train de proposer, on voit bien que la recherche qu'ils ont mis en place pour déterminer des indices, donc effectivement qui on sort et on entre dans l'indice, font partie de ces éléments-là. Mais la jeune femme qui présentait ça disait clairement qu'ils seront beaucoup plus au clair à la fin de l'année. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour moi en France, ce qui manque, c'est l'impulsion qui fait ce que... Cache derrière la colonne. Pardon. Pourtant, je suis assez longue. J'arrive à me cacher derrière une colonne, c'est la bonne nouvelle de la journée. Donc, et peut-être... J'arrête mes bêtises. Donc pour en revenir au risque carbone, qui est un sujet beaucoup plus intéressant. Ce qui nous semble manquer en France, c'est l'impulsion, comme quoi c'est une nécessité. L'autre chose qui m'a frappée avec cette présentation d'MSCI que j'ai pu voir, c'est qu'ils expliquaient que vraiment ils ont des demandes de partout dans le monde. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés d'ailleurs face à une demande énorme et pas vraiment les instruments en face, et qu'ils ont dû développer, vous imaginez le nombre d'analyses, le nombre d'entreprises qu'ils peuvent faire, très vite, parce qu'il y a une demande des investisseurs là-dessus.
Donc pour l'instant, honnêtement, je peux pas vous... Ce que je peux vous dire simplement, c'est que déjà, dans le cadre du colloque annuel qu'on fait au début de l'année, on va essayer de faire un peu un état des lieux justement des démarches entreprises et de donner des repères. Mais nous aussi, il faut qu'on prenne le temps d'analyser ce qui se passe. Et c'est vrai que globalement, aujourd'hui, on a deux grandes familles d'acteurs qui sont entre ceux qui... Enfin, déjà, la mesure n'est pas faite forcément dans l'esprit. Et puis ensuite, il y a ceux qui considèrent que de toute façon, ils veulent baisser leur empreinte carbone. Et puis il y a ceux qui considèrent qu'il faut essayer de changer le modèle d'un certain nombre d'entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodologies scope 1, scope 2, scope 3, secteur, etc. ne sont pas du tout arrêtées. Par contre, il y a vraiment une évolution intéressante. Et Hugues, c'est tout sur les méthodologies. Du coup, j'en profite pour juste dire un mot, une chaînette ou Eagles Investing. En ce moment, il y a plusieurs justement initiatives à différents endroits qui ont vocation à faire bouger ces choses-là, avec plus ou moins d'espérance de succès. Donc notamment l'ADEME et l'ORS, ainsi que d'autres partenaires de l'association du monde, lance une consultation sur un petit guide qui fait un peu le point sur ce qu'on peut faire en bilan carbone pour les investisseurs. Je crois que c'est en ligne en ce moment. Il y a une semaine ou deux pour regarder le point. Et par ailleurs, les AG Protocol ainsi que l'UNEP FI travaillent dessus depuis 1 an et ils commencent à avoir des soucis justement parce que même en mobilisant 300 ou 400 personnes qui sont censées savoir de quoi ça parle, il y a beaucoup de mal à converger vers des choses simples à mettre en œuvre qui satisfont à la fois les parties prenantes externes, on va dire, et des investisseurs, et notamment des banques américaines qui sont assez présentes sur le sol du GHG Protocol. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc nous, on a vocation à suivre ces choses-là et on participe aux différentes tables rondes. On peut vous expliquer un peu comment ça se passe en ce moment, mais en effet, il y a beaucoup de boulot. Et ça nous amène tout à fait au sujet du débat. C'est vrai que les mouvements d'ébullition internationaux du moment, c'est les green bonds et tout ce qui touche à la décarbonisation, entre guillemets, des portefeuilles. Et notre sujet du jour, c'est effectivement comment l'ISR peut s'inscrire, finalement, peut participer de tout ça avec les démarches qu'il entreprise il y a plus de 10 ans souvent. Comment on matche ces acquis avec cette ébullition-là. Alors, on revient à la base qui est... ce que j'avais annoncé initialement, qui était de dire, bon, aujourd'hui, sur le marché, on a un certain nombre de fonds labellisés qui sont distribués. Et ce qui nous paraissait intéressant aujourd'hui, c'était de discuter avec ceux qui les diffusent sur la façon dont ils utilisent le label et surtout qu'est-ce que ça représente pour eux en termes de marketing. C'est pour ça qu'on a invité deux directeurs marketing, Philippe Labarbe de la Banque Postale et Stéphane Barbeau de la Maïf. Vous faites directeur marketing spécialisé sur les produits particuliers. Oui. Sur les parties de valeur mobile. Voilà, donc c'était donc pour ça qu'on vous a invité des experts, des vrais de vrais. Donc on va commencer avec Stéphane Barbeau. Donc premier sujet évident, tout le monde sait que la Maïf est un assureur militant qui en plus a reçu le prix de l'investisseur responsable en 2013. Donc tout ça, ça fait qu'il faut bien justifier tout ça auprès de ses clients finaux, non, j'imagine. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Je suis sûr que si. On a un technicien très efficace, donc il n'y a aucun souci. Merci. Alors, oui, tout à fait. Vous faites référence à notre signature. Cette signature, elle a une force, c'est qu'elle est extrêmement clivante. On y adhère ou on la rejette, mais dans tous les cas, elle a quand même une force aussi très, très importante pour nous, c'est qu'elle nous engage. Et donc, dans les travaux que nous menons, nous n'avons guère le choix de faire autrement que de répondre aux attentes de nos sociétaires, qui connaissent cette signature et qui en tout cas y adhèrent, et qui, par voie de conséquence, attendent de nous un certain niveau de qualité et un certain niveau de proposition qui sont en phase avec ces attentes-là. Et du coup, quand bien même nous faisons notre proposition et quand bien même nos sociétaires reconnaissent en nous ce premier niveau de qualité, on a besoin aussi d'avoir un effet miroir de marché qui permette de souligner, d'accentuer, de préciser le niveau d'exigence que nous avons sur nos placements. Un label tel que Novetic nous apporte ces éléments-là. Et clairement, c'est une des raisons pour lesquelles, il y en a d'autres bien entendu, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous insistons auprès des gestionnaires que nous sélectionnons, notamment dans nos contrats d'assurance vie, d'avoir un label de cette nature. Quels sont les critères qui vous semblent le plus déterminants, en sachant qu'a priori, vos sociétaires ont
comme beaucoup de Français, on va y revenir d'ailleurs avec Philippe Lamarre, ont un rapport, on va dire, un peu mitigé, voire très distant avec les marchés, la notion de placement et d'investissement. Donc, comment ça fonctionne, ça? Alors, comment ça fonctionne? Une chose est certaine, comme vous le soulignez, c'est que aujourd'hui, le particulier a généralement assez peu de culture financière. Il connaît assez mal les marchés, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'unité de compte dans les contrats d'assurance vie est relativement peu souscrite en règle générale, en tout cas bien en deçà de ce que l'on pourrait escompter. Et du coup, choisir aujourd'hui et faire choisir un sociétaire, ou en tout cas lui indiquer et lui flécher un placement de manière très significative est relativement important pour nous. Et comme on n'a pas le temps ni la possibilité, lorsqu'on voit un contrat d'assurance vie en particulier, de lui donner un détail très précis, on essaie d'avoir des éléments qui reflètent une tendance générale, un sens, un esprit dans l'unité de compte. Et l'avantage d'un label tel que Novetic, notamment, c'est justement de pouvoir préciser que l'on est dans l'ISR, qu'on est dans le vert, qu'on est dans un certain nombre de choses, et c'est la force du label. C'est la force que nous apportent ces labels, c'est cette précision, cette clarté en tout cas de lecture pour le particulier. Donc, pour nous, ça nous permet ensuite d'avoir une proposition assez diversifiée, avec des fonds, avec des labels clairs, lisibles, qui donnent en fait cet effet miroir de marché que j'évoquais tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir une proposition à nos clients qui soit comprise, réaliste, avec c'est de l'investissement responsable, c'est de l'investissement responsable vert, c'est de l'investissement solidaire. Est-ce que pour vous, c'est important que ça reste discriminant d'obtenir le label? C'est-à-dire qu'un des débats aujourd'hui sur la table, c'est est-ce qu'il faut labelliser avec des degrés divers toute l'offre disponible, ou est-ce que finalement on considère qu'il y a un certain nombre d'offres de qualité, d'AOC ou de produits bio de l'ISN qu'on peut réfléchir? Lors des échanges qu'on a pu avoir, moi j'ai insisté sur le fait qu'il était important qu'un label sache dire non. La force d'un label, c'est aussi son exigence. Alors c'est se tirer un petit peu une balle dans le pied, bien évidemment, hein, puisque on a tous envie d'être labellisés, et j'en profite pour souligner d'ailleurs la qualité du travail qui est réalisé, puisqu'on travaille régulièrement avec les gestionnaires, et c'est vrai qu'on voit tout l'effort et tout le poids que cela nécessite, puisque nous-mêmes, on a déjà des exigences, mais évidemment, nous n'en portons qu'une toute petite partie. Mais du coup, un label qui serait trop peu exigeant deviendrait finalement totalement peu lisible pour nous, puisque ce qui est important, c'est que ce label pointe les meilleures pratiques. C'est bien entendu très conforme à notre engagement. Lorsque je vous disais tout à l'heure, notre signature nous engage à un niveau d'exigence, à un niveau de qualité, à un niveau de force de notre proposition. Et par voie de conséquence, si tout le marché venait à être labellisé, finalement, quelle serait la lecture qu'on pourrait apporter à nos sociétaires en termes de qualité, d'exigence des pratiques qui sont celles du marché. Donc, selon mon approche, certes, le label a vocation à attirer la plus grande partie du marché, je l'espère, vers les bonnes pratiques, mais dans tous les cas de figure, pour moi, il sera nécessaire de reconnaître les pratiques qui sont les meilleures du marché, et donc l'exigence de l'obtention du label, l'exigence nécessaire à l'obtention du label doit ici être relevée. Alors, c'est un peu antinomique avec, c'est un peu difficile à gérer au quotidien. Oui, ça fait l'objet de nombreuses discussions, mais c'est ça qui anime les débats. Donc Philippe Lamarre, vous êtes la banque citoyenne, donc ça c'est encore un engagement fort tout autant. Vis-à-vis de vos clients, est-ce que c'est vraiment comment vous mettez l'ISR en valeur et de quelle façon, et quelles garanties vous valorisez? Alors déjà, effectivement, nous par rapport à notre gamme d'OPCVM, on a une gamme cœur, et dans cette gamme cœur-là, qui est une dizaine d'OPCVM, nous avons 3 OPCVM qui sont ISR. Donc là déjà, effectivement, dans la préconisation, dans les éléments comme ça, eh bien, effectivement, ça met directement en avant cette stratégie. Après, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que les besoins des clients ils peuvent être divers et variés. Donc c'est dans toute l'analyse de l'entretien qu'on va avoir avec son client qu'on va pouvoir aller voir si le client effectivement a une appétence ISR ou pas. Donc ça c'est important. Et une fois que l'on voit ça, effectivement on va pouvoir décliner la gamme. Donc l'élément fort, c'est effectivement de donner la visibilité sur la gamme aux conseillers et aux clients. Une fois qu'on a dit ça,
une gamme. Tout le monde peut se dire que sa gamme est ISR, et effectivement, c'est là où est l'importance du label. Parce que le label permet de donner effectivement cette caution externe, indépendante, qu'un établissement financier ne peut pas forcément se prévaloir de lui-même. Voilà. Mais le sujet qu'on a aussi sur les labels, je trouve que c'est assez un discours d'expert, c'est-à-dire que c'est un monde un petit peu fermé. Et effectivement, toute la difficulté pour un conseiller qui va avoir des dizaines, pour ne pas dire des centaines de produits à connaître, des démarches à connaître, effectivement, il faut qu'on lui donne des éléments clés, des éléments simples à transmettre. Et le label en est un. Par contre, effectivement, il ne sera pas en capacité, ni parce qu'il n'a pas le temps, ni parce que le client n'acceptera pas de passer des heures et des heures dessus. Il va falloir effectivement qu'on puisse lui donner des éléments tels que ce label, finalement, il a une reconnaissance, mais une reconnaissance qui ne passe pas forcément par la banque. Ce que je veux dire par là, c'est que le label, il faut presque que ça devienne une marque. Donc comme aujourd'hui, quand vous allez dans votre supermarché favori, vous cherchez des produits bio, donc vous avez effectivement votre rayon, donc nous on a notre gamme, et dans la gamme ISR, on a une gamme ISR, mais après vous avez le label. Et aujourd'hui, un client qui cherche le bio, il connaît le label AB. Sur nos clients particuliers français, je ne suis pas sûr que, et ce n'est pas la faute du label Novetic, mais je ne suis pas sûr que le label en tant que tel, effectivement, il ait cette reconnaissance telle que peut l'avoir le label AB. Vous soulignez le fait qu'aujourd'hui AB est un label de crédibilité. Quels sont pour vous les éléments intrinsèques, les éléments indispensables? Il y a un effet notoriété et un effet crédibilité. Donc, effectivement, l'ISR aujourd'hui, c'est l'objet de la semaine de l'ISR qui aura lieu à la fin de ce mois-ci pour justement essayer de médiatiser le plus largement possible l'ISR, ce qui a très clairement des marges de progrès. Je crois qu'on était à 6 ou 8% des Français l'an dernier qui connaissaient l'ISR. Je ne suis pas sûre que la marge de progrès, qu'on ait des chiffres qui aient beaucoup changé. Donc ça, c'est un élément. Et comment associer ce travail sur la notoriété et la crédibilité des informations données? Est-ce que vous avez déjà des remontées aussi de vos clients qui vous disent c'est quoi cet ISR? Est-ce que je peux vous croire? Le sujet est celui-là, c'est effectivement de voir avec le client s'il en a connaissance, et s'il n'en a pas connaissance, effectivement, lui expliquer l'intérêt. Bon, après, effectivement, la sensibilité fera qu'il accepte ou pas. Et après, le label est là pour attester. Maintenant, je voudrais vous donner une petite expérience qu'on vit aujourd'hui, puisqu'effectivement, dans quelques temps, il y a la semaine de l'ISR, donc nous, du point de vue commercial, on a mis en place tout un tas d'opérations. Et effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un client, puisque là je suis en phase de société de gestion, un client, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il recherche avant tout? Il ne recherche pas forcément à investir sur les marchés actions, ou sur les titres en direct. Il cherche à avoir un investissement qui soit protégé à minima ou qui soit garanti. Donc par rapport à ça, effectivement, l'ISR donne cette crédibilité supplémentaire, mais pour autant, il y a le frein du marché action. Il y a le frein des 10-15 années qu'on a connues, et sur lequel, effectivement, on peut avoir un client, je vous le dis franchement, planté pendant 15 ans. Donc là, après, effectivement, pour faire revenir les clients, ne serait-ce que sur ce domaine-là, c'est effectivement compliqué. Pour autant, on sait très bien que cette sensibilité-là existe. Donc, on a essayé, nous, par exemple, de concilier ces deux affaires-là. On a regardé ce qui se faisait sur le marché, on a regardé les indices, et on a trouvé un indice qui était à la fois ESG et éthique et qui avait des critères financiers. Donc c'est ce qu'on propose à la commercialisation à nos clients. Par contre, petit élément qui manque finalement, c'est que ça aurait été bien qu'il ait un label. Et ce fonds-là, il n'arrive pas à avoir un label. Pourtant, son descriptif, c'est ce qui fait le point fort. Parce que je veux dire, on est en train d'expliquer, on prend un panel de sociétés européennes, on regarde la notation Vigeo de ces sociétés-là, donc on explique ce que c'est Vigeo, on regarde après, effectivement, on fait appliquer un filtre éthique. Cet indice-là, il a une labellisation qui se fait par Etibel. Donc vous voyez, on est tout dans. Il a une labellisation qui se fait après par Etibel. Donc on a tous ce critère-là. Et après, on a la partie extra-financière. Donc c'est toute cette démarche-là qu'on explique. Et voilà. Et mais pour autant, certes, c'est un fonds à formule.
certes, on sait très bien comment fonctionne un fonds à formule, on est bien d'accord, c'est pas de la gestion indirecte, c'est pas de l'investissement. Enfin, c'est pas petite du question, parce que j'ai connu un produit qui n'est probablement pas commercialisé chez vous, mais vous garantissez au client final que vous êtes in fine bien investi dans le panier de valeur en question moi je ne garantis rien. On est sur un fonds à formule, donc le fonds à formule, effectivement, on ne met pas en avant. Ce qu'on met en avant aujourd'hui, ça va être la performance responsable. Nous, c'est ce qu'on va mettre en avant. J'ai juste en mémoire un produit Oui. dont, effectivement, pour comprendre où était vraiment investi le produit, il fallait cliquer sur un lien et on arrivait sur la plateforme luxembourgeoise d'une grande maison financière avec une notice de 1500 pages en anglais que Dominique a essayé de lire, mais il a lâché l'affaire avant la 450e page. Et donc, je ne dis pas du tout que votre produit est celui-là, mais c'est vrai qu'on voit bien que les clients demandent ce genre de choses, ça paraît tout à fait cohérent. La question de comment se construit ce type d'offre et effectivement ce décalage, et ça c'est le travail que fait le label entre la promesse marketing et l'investissement réel, puisqu'il faut bien tenir l'engagement de performance pris par la formule. D'accord. Alors ce produit-là, quand on regardait le marketing, il y avait ceinture et bretelles. Quand on regardait l'investissement, là tout d'un coup on n'avait plus de ceinture et plus de bretelles non plus. Donc, alors c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que c'est un fonds à formule, donc il s'appuie sur un indice et c'est cet indice qui fait l'objet d'un process de sélection ESG et qui a une validation du forum Equibel sur la partie éthique et sur la partie effectivement construction qui arrive bien à montrer qu'au final on va arriver sur 30 sociétés qui vont être indexées, qui vont composer cet indice-là. Et c'est vrai que voilà, on est finalement dans une situation, nous distributeurs, où effectivement on a des clients qui ne veulent pas aller forcément sur les OPCVM, ce que nous on appelle les OPCVM ouverts, c'est-à-dire les OPCVM sans protection ou sans garantie. Et en face de ça, on a un besoin des clients qui est de la protection et de la garantie. Et là, voilà. On a toujours dit que l'ISR était source d'innovation, donc on veut bien que ça continue. Voilà. Stéphane Marbeau, sur les clients de la Maïf, est-ce que vous avez aussi ce genre d'expérience? Et est-ce qu'on a parlé de gestion de controverses avec Dominique tout à l'heure, est-ce que vous êtes particulièrement exposé à mais qu'est-ce que fait telle ou telle entreprise dans ce fonds qui a des labels, par exemple? Alors oui, nous sommes exposés. Dès lors que le marché bouge, nos sociétaires sont très réactifs. Dès qu'on voit que le marché subit ce type d'événement, on met en place un certain nombre d'actions. Le service financier chez nous est très actif sur le sujet et n'hésite pas à revenir vers les gestionnaires pour s'assurer auprès d'eux qu'ils ont pris en considération ces éléments-là pour les challenger aussi sur ce fait-là. Pour compléter peut-être ce que vous disiez, c'est que aujourd'hui un produit particulier en assurance vie, c'est un fonds en euros et des unités de compte, avec des gestions profilées ou pas. Mais le véritable engagement aujourd'hui qui est le nôtre, effectivement, c'est de proposer aux particuliers, oui, des fonds labellisés, mais également de s'astreindre soi-même à ce type de démarche. Et demain, il faudra qu'on s'interroge aussi sur la force de nos fonds en euros et la gestion de ces fonds en euros, leur qualité. Alors, je parle assez sereinement sur le sujet, puisque notre service financier est très engagé sur l'aspect ISR. Mais je pense qu'il faut qu'on souligne que ça n'est pas juste le rôle des seuls gestionnaires, les assureurs en tant que tels ont leur rôle à jouer. Et c'est bien une démarche globale, en tout cas, nous avons souhaité engager, de façon à ce que les sociétaires ne puissent pas nous dire mais finalement vous êtes très beau, très sympathique dans la partie action. Et donc là, je rejoins tout à fait ce que vous soulignez. La partie action, ça reste de l'action. Et c'est très peu souscrit parce que le risque aujourd'hui, les gens ne sont plus forcément toujours prêts à le prendre. Et la partie qu'ils vont souscrire le plus, c'est la partie euro. Donc, certes, nous pouvons avoir recours dans nos investissements plus institutionnels aux fonds labellisés. Mais il faudra aussi qu'on réfléchisse, je pense, à ce que nous faisons de nos fonds en euros et de la façon dont nous les communiquons. Pour assurer en tout cas leur éligibilité plus ou moins importante à des labels de cette nature. Voilà, en sachant qu'effectivement, ce qui m'amène tout naturellement à Eric Wesley, c'est qu'il y a un certain nombre de démarches, mais entamées au niveau des investisseurs qui gèrent, des investisseurs institutionnels sur la prise en compte de ces ESG dans des fonds en euros. Alors, Eric Wesley, donc vous représentez aujourd'hui, vous êtes administrateur de l'ERAP, mais pour
présentez aujourd'hui le réseau des administrateurs pour l'investissement responsable. Et là, l'idée, c'était plutôt que de vous demander ce qui aujourd'hui, est-ce que ces phénomènes de labellisation ont finalement réussi à bouger le monde de l'investissement institutionnel? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une montée en puissance de la curiosité et de l'intérêt pour ces produits-là? Et si elle n'est pas tout à fait là, et nous savons tous les deux qu'elle n'est pas tout à fait là, qu'est-ce qui pourrait faire la différence et comment dire, pousser les investisseurs français à chercher un impact environnemental, social et gouvernance dans leur placement? Oui, effectivement, vous avez raison, Anne-Catherine. On ne peut pas considérer qu'il y ait une appétence, en tout cas pour les caisses de retraite du secteur public que je connais bien, étant administrateur de l'ERAF, et aussi de l'IRCANTEC, et ayant quelques amis et collègues administrateurs de quelques autres institutions dans cette sphère. Effectivement, nous ne sommes pas à la recherche de labels, nous sommes en revanche, et ça va peut-être dans le sens de la question, à la recherche de dispositifs qui nous permettraient, parce que nous avons aussi des comptes à rendre, j'allais dire, à la société, aux organisations que nous représentons et aux membres de ces organisations, nous sommes à la recherche d'indicateurs qui nous permettraient d'apprécier la capacité qu'ont nos stratégies de placement ISR de concrétiser la promesse dont elles sont porteuses. Donc nous sommes à la recherche d'indicateurs de mesures d'impact. Dans beaucoup de domaines. Nous avons à l'intérieur des caisses de retraite du secteur public des administrateurs qui sont d'origine syndicale. Moi, je représente plutôt une autre famille qui est celle des employeurs des collectivités locales. Nous aimerions savoir en quoi et comment nos stratégies de placement concourent ou non à la création d'emplois, qui est un sujet pour le moins sensible dans le contexte économique, social et politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et comme a coutume de le dire une éminente directrice générale d'un centre d'expertise sur l'investissement socialement responsable, un investisseur institutionnel, ne peut pas se désintéresser de l'impact de ces stratégies de placement dans l'entreprise. Parce que s'il s'en désintéresse, il fait un choix. Celui de l'économie de court-termiste telle qu'elle est aujourd'hui. Or, nous sommes des investisseurs de long terme. Et à long terme, notre engagement, et c'est pour la raison pour laquelle nous avons, pour ce qui concerne l'ERAF, l'IRCANTEC et quelques autres, défini des chartes ISR et que nous déclinons ça en stratégie de placement, c'est que nous voulons faire le lien entre le sens de notre engagement à l'intérieur des conseils d'administration en question et l'impact qu'en tant qu'investisseur institutionnel, nous avons nécessairement sur l'économie. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que nous avons très peu de retours sur la matérialité de nos stratégies de placement. Quels sont les dispositifs qui pourraient créer le contexte favorable à, en gros, la prise de conscience des investisseurs institutionnels du poids de leur rôle politique? Ouf. On peut rêver, on est dans un cadre magnifique. Je ne suis pas totalement sûr de pouvoir répondre, en tout cas dans le contexte d'aujourd'hui, à cette question, mais je vais l'aborder sous un autre angle. Il a été question dans la discussion tout à l'heure d'un sujet qui est l'empreinte carbone. Vous-même, vous avez évoqué, dans le cadre de l'exposé introductif et les commentaires que vous avez formulés, l'échéance COP21, accueillie à Paris par la France. Le monde va donc se réunir pendant 10 jours l'année prochaine pour tenter de prendre un certain nombre de décisions à vocation contraignante pour enfin tenter d'encadrer ce phénomène qui nous touche tous, qui est le réchauffement climatique. Les investisseurs de long terme que nous sommes ne peuvent évidemment pas se désintéresser de cette problématique, puisqu'elle impacte très directement notre capacité ou non à tenir la promesse que nous faisons à l'égard de nos cotisants, des bénéficiaires de nos régimes, qui est de servir la rente ou la pension, sous quelque forme que ce soit, pour laquelle ils ont cotisé, pour ce qui concerne un établissement comme l'ERAF, ou parce qu'il va s'agir de préserver les réserves d'institutions comme l'IRCANTEC. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est quel rôle pouvons-nous avoir dans ce domaine? Et les réponses au niveau du réseau des administrateurs pour l'investissement responsable que nous tentons de formuler sont de même nature d'ailleurs que celles qui sont formulées au niveau global par le Comité pour le capital des travailleurs, qui est un centre de ressources dépendant de la Confédération syndicale internationale.
Et c'est la chose suivante, et ça nous éloigne, mais je vais y revenir sur ce rappel de cette définition, pour tomber devant un constat d'évidence, c'est que le best in class, sa vocation n'est pas de transformer fondamentalement l'économie, c'est de sélectionner les meilleurs dans l'économie, entre guillemets, à partir de la critériologie ESG dans l'économie telle qu'elle est. Mais la problématique que moi je viens de soulever, celle d'un investisseur de long terme qui se dit « je fais comment pour que mes stratégies de placement anticipent le risque carbone et concourent à ce que l'économie prenne le chemin du bas carbone », on est dans un domaine qui est radicalement différent. Ce n'est pas la même histoire. Ce sont deux histoires différentes. D'un côté, le best in class, on essaye de sélectionner dans l'entreprise telle qu'elle est les meilleurs. En revanche, pour ce qui nous concerne là, dans ce débat sur le financement de l'économie bas carbone, nous nous posons la question, en tant qu'investisseur de long terme, de l'action qui peut être la nôtre pour accompagner, peut-être même anticiper, et faire en sorte que ce mouvement vers une économie bas carbone, qui n'est plus fondamentalement contestée, s'enclenche véritablement. Dans ce contexte, très rapidement, quels sont pour vous les livrables qui devraient sortir des travaux des groupes de travail de la conférence sur le financement de la transition énergétique en France? Eh bien, en tant, encore une fois, qu'investisseur institutionnel, ce que j'attends de cette conférence, c'est sûrement pas qu'elle valide que le label ISR généraliste, qui est aujourd'hui, dont la définition est largement avancée, soit la réponse à la question qui est posée dans le cadre de cette conférence bancaire et financière, savoir comment fait-on pour flécher demain plus de capitaux, plus d'investissements vers la transition énergétique. La transition énergétique, c'est enclencher, encore une fois, le mouvement de notre économie vers une cible bas carbone. Ce que l'ISR Best in Class, tel qu'il est conçu aujourd'hui, ne permet pas de faire. Donc, en deux mots, ce dont nous avons besoin, c'est qu'à l'issue de la conférence bancaire et financière, il y ait deux idées qui soient, au minimum, qui soient retenues. La première, c'est que l'empreinte carbone devienne une obligation pour tous les investisseurs institutionnels, et ceci dans des délais rapprochés, parce que nous avons de moins en moins le temps d'attendre sur cette question-là, et qu'à la mesure de cette empreinte carbone soit associée une deuxième disposition qui rejoint les préoccupations de transparence, c'est que les investisseurs, dans le cadre de leur reporting ESG, rappelons-nous qu'ils ne sont tenus à rien sur le plan légal. Ils n'ont aucune obligation dans ce domaine. Ils en ont quelques autres, mais les investisseurs soient tenus de dire comment ils vont faire dans le cadre de l'évolution de leur stratégie de placement pour faire évoluer à la baisse cette empreinte carbone. Comment ils vont faire pour concourir à la marche vers une économie bas carbone. C'est ce que nous appelons dans notre vocabulaire la feuille de route bas carbone des investisseurs institutionnels. C'est deux faces d'une même médaille. Et par ailleurs, et je termine, Catherine, je sais que j'ai peut-être un peu tendance à abuser du temps de parole, la deuxième disposition, elle s'inscrit dans la problématique ouverte d'ailleurs par la Confédération syndicale internationale, et formulée, alors qu'il y a évidemment, la coïncidence est totalement fortuite, comme vous pouvez l'imaginer, par Laurent Fabius, à la rencontre des économistes d'Aix-en-Provence le 6 juillet dernier. Laurent Fabius, il a appelé ce jour-là les investisseurs institutionnels du monde, dans la perspective de la COP21, à s'engager à horizon 2020 à consacrer 10% de leurs actifs, quelle que soit la classe d'actifs, au financement de la transition énergétique. Je crois que là, on a une disposition qui est tout à fait intéressante. Alors, je ne suis pas sûr que cet aspect-là ait fait la une des 20h, mais cela dit, il a vraiment... Ça n'a pas fait la une des 20h, ça a fait la une de mon fil Twitter. Pour être clair. Il y a une audience importante, mais un peu... Le fil Twitter de Laurent Fabius, c'est quand même plus suivi... pas celui du Twitter, en tout cas. C'est assez intéressant. Et donc là, je pense qu'on a là deux dispositions, clairement, qu'il faut prendre d'urgence. Et comme les véhicules législatifs susceptibles de porter ce type de mesures ne sont pas nombreux, il ne faut pas rater l'échéance de la loi sur la transition énergétique. Qui, pour l'instant, ne prend pas en compte ces problématiques-là. Voilà, donc on part d'un article à rédiger. On va passer à la partie débat avec nos intervenants, si vous le souhaitez. Donc... Ça marche, je vous jure. Bonjour, Grégory Séné-Armonori, groupe Humani. J'aurais une question de Béotien au directeur marketing de la Banque Postale. J'ai entendu parler d'un produit que vous lancez
crois que c'est un fonds ISR à capital garanti, ce que C'est ce un qui de nos vient de- confrères ici, enfin, un de Tu nos étais pas là confrères, tout à l'heure Philippe Dutertre, si, il en a parlé, mais c'est ce que Philippe Dutertre appellerait l'investissement sûrement rentable. Mais alors, il y a juste une petite question que je me pose, c'est, j'ai cru comprendre que c'était un produit qui était en vente flash, c'est-à-dire que la souscription est ouverte de septembre à mi-octobre. Alors je ne comprends pas très bien comment on peut vendre un produit pérenne, supposé pérenne, voire durable, en vente flash. C'était juste une petite question de béotien, n'étant pas un spécialiste du marketing. Donc le sujet n'est pas tout à fait celui que j'ai évoqué. Celui que j'ai évoqué, c'était effectivement aujourd'hui comment un distributeur peut effectivement qui a effectivement une vocation à présenter l'ISR à ses clients, comment peut-il faire coïncider les besoins du client dans ce domaine-là et enfin comment faire coïncider, véhiculer ce type d'idée-là sur l'ISR et en même temps comment répondre à sa demande. D'accord? Donc effectivement aujourd'hui le client qui cherche de la protection, qui cherche de la garantie, ne va pas sur un fonds ouvert, il va sur un fonds à formule. Et nous avons, donc dans ce cadre-là, effectivement, des périodes de commercialisation qui sont cadencées. Ces périodes de commercialisation sont cadencées, mais elles sont cadencées tout au long de l'année. En général, nos offres de fonds à formule, effectivement, vont sur une 5-6 générations de fonds. Donc nous avons effectivement, sur une longue période, un discours que nous allons organiser autour de ça. Voilà. Une autre question? Non? Oui. Peut-être. Oui, bonjour, Bertrand Fournier pour le FIR. D'abord, merci à Novetic pour cette brillante présentation et la qualité du travail réalisé sur la campagne 2014. Merci aux intervenants de la table ronde. Moi, je me réjouis, contrairement à Grégory, que l'ISR pénètre toutes les classes d'actifs, y compris les fonds à formule. Ça me paraît aujourd'hui une excellente nouvelle. Et j'ai également été très intéressé par la remarque du représentant de la Maïf sur les fonds généraux. Je vous rappelle que j'ai déjà posé cette question ici, enfin dans la même enceinte depuis de très nombreuses années. Je me demande si le placement préféré des Français, qui par ailleurs continuent à privilégier les formules de fonds euros, ne devrait pas faire l'objet lui aussi d'une labellisation ISR. Mais dans les innombrables challenges qui nous attendent sans doute, et vous tous ici, il est effectivement clair que l'un des gros sujets aussi, c'est que l'offre de fonds ISR telle qu'elle l'est aujourd'hui va probablement évoluer et qu'on a déjà aujourd'hui un sujet sur la table qui est comment on travaille sur la notion d'intégration ESG. Concrètement, pour les non-initiés, c'est le fait qu'au lieu d'avoir un produit qui a des règles spécifiques sur lesquelles on travaille à travers la labellisation, on a une intégration globale, dont les curseurs sont extrêmement variables d'une maison à l'autre, de l'analyse ESG dans la gestion financière au sens large. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de fonds en euros qui font l'intégration. Alors, en pourcentage, je ne sais plus, mais c'est pas négligeable, mais au sens, par contre, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en général, en plus, évidemment, on a des titres détenus depuis assez longtemps, donc ceux qui mettent en place des choses, c'est en général sur la partie qu'ils achètent, pas sur la partie qu'ils gèrent, qui est beaucoup plus importante. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que la notion de labellisation est adaptée à ça? Ça, c'est un vrai sujet aussi de discussion. Il est clair que, compte tenu de l'extraordinaire variété de gammes dont on dispose aujourd'hui, puisqu'on va avoir des green bonds, on va avoir effectivement des démarches autour de l'empreinte carbone, on voit bien aussi qu'aujourd'hui, l'ISR généraliste, tel qu'il est labellisé aujourd'hui par nous, et tel qu'il pourrait être labellisé à l'avenir, il est challengé de tas de façons. Nous, on considère que de toute façon, je veux dire, quelles que soient les démarches aujourd'hui, sa capacité à prouver qu'il fait la différence est la clé de sa survie. Et que donc, on voit bien qu'il y a des réflexes chez certains, hein, pas du tout chez tous, qui est de dire on a fait un travail formidable et basta. Compte tenu de ce qu'est le marché, de la rapidité d'évolution, je parle en France bien sûr, mais de façon plus globale, cette question de dire c'est bien de faire l'ISR parce qu'après tout c'est toujours bien de s'intéresser aux ventes du monde, en gros, sans doute, mais si on n'est pas en capacité de prouver que toutes ces démarches-là, elles ont un retour sur investissement d'ordre environnemental, social et gouvernance, et bien aujourd'hui, on est débordé par la gauche, la droite et sur les côtés par d'autres types de choses qui se vendent plus et mieux. Ça, c'est vrai. Les green bonds sont un très bon exemple d'un type de marché qui a explosé. On est à plus de 20 milliards d'euros sur le premier semestre 2014, alors qu'il s'est, en 3-4 ans, fait
10 milliards d'émissions de Green Bonds. Et il y a à chaque fois un vrai intérêt. Et le principal atout de ces produits-là, c'est d'avoir une offre qui correspond à la demande, tout bêtement. C'est-à-dire une offre de fléchage de financement avec des dimensions vertes attestées si possible. Aujourd'hui, alors de mémoire, il y a à peu près 2 tiers du marché qui a une seconde opinion sur les qualités environnementales et un tiers qui est de l'auto-greenisation de l'émission. C'est ça les stats. Sans seconde opinion. Mais donc du coup, et des investisseurs qui se disent, bah oui, je vais pouvoir dire que j'ai effectivement diminué mon empreinte carbone en finançant l'économie verte, parce que ça c'est aussi l'autre dimension importante qu'évoquait. Donc face à tout ça, comment l'ISR répond? S'il répond, regardez le travail formidable que j'ai fait, mais j'ai pas d'éléments de preuve, j'ai pas d'indicateurs, j'ai pas de choses comme ça, et par contre j'ai un drapeau bleu, blanc, rouge éventuellement, je suis pas sûr que ça marche. En fait. C'est pourquoi je pardon, juste une seconde encore. C'est pourquoi je pense qu'effectivement la question des donneurs d'ordre est essentielle en matière aujourd'hui d'ISR. Aujourd'hui, les campagnes de labellisation se sont appuyées sur en fait les délégataires de gestion aujourd'hui. Ici, nous sommes dans une assemblée qui réunit pour l'essentiel, c'est vous qui le soulignez tout à l'heure, les sociétés de gestion qui ne sont que des délégataires de gestion, qui sont donc le plus souvent effectivement même assez loin de la distribution. On est très content aujourd'hui d'avoir des représentants de la distribution. Bravo de les avoir fait venir. Mais la vraie problématique de l'ISR, comme vous le savez, c'est aujourd'hui un problème de distribution pour l'essentiel. Quand on parle d'ISR à des clients, ça les intéresse. Vous le disiez vous-même sur le succès des obligations vertes, ça intéresse effectivement le public. Même si le taux de notoriété de l'ISR stricto sensu lui-même reste faible, mais la thématique ou les thématiques de l'ISR restent extrêmement importantes et intéressantes pour le grand public. D'où l'intérêt d'utiliser divers instruments pour créer un cercle vertueux qui en France... Enfin, ce qui a été caché en France, c'est que la croissance des encours ISR a masqué le fait qu'il n'y avait pas vraiment ce cercle vertueux où des institutionnels d'un côté et des particuliers de l'autre demandaient à effectivement avoir ce type de critères. C'est vrai qu'on a ce que j'appelle l'ISR de volume. Nous, ce qu'on dit avec les fonds labellisés, c'est qu'on a aussi un ISR de qualité. Mais il ne faut pas confondre la croissance de l'ISR de volume avec le fait que c'est un ISR de conviction, cher Philippe. Si je peux me permettre juste quelque chose pour rebondir ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, je ne veux pas revenir sur le fond, mais l'idée qu'il y avait derrière, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est sur un produit qui est plus grand public, qui est accepté par le public, c'est effectivement d'expliquer, de démontrer la démarche. Cette démarche-là, on arrive à la démontrer par effectivement le fonctionnement du produit et comment effectivement elle construit l'indice sur lequel va s'appuyer sa performance. Et c'est ça qui est intéressant finalement. À la fois on répond aux besoins du client et à la fois on a la démarche un peu pédagogique pour le faire. Voilà. Après effectivement, c'est un fonds à formule, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur les fonds à formule. Mais c'est le produit qui permet effectivement aujourd'hui, qui a l'écoute du client et qui permet effectivement de véhiculer le message. Et c'est ce que nous avons souhaité faire effectivement à travers ce produit-là. Philippe Zawati. Oui, dans les remarques donc, des deux distributeurs, Naïf et Postal tout à l'heure, il y avait deux éléments qui apparaissaient sur l'importance, sur le succès, les critères de succès d'un label, qui fait en quelque sorte crédibilité et notoriété. Ce que j'ai entendu, il faut à la fois que ce soit crédible, que ça différencie les fonds des uns des autres et que ce ne soit pas un greenwashing d'une certaine façon. Et en même temps, il faut que ce soit aussi qu'il y ait une forte notoriété pour que les gens connaissent. Ils reconnaissent le label AB et donc aujourd'hui ils ne reconnaissent pas le label Innovatif. Évidemment, idéalement, il faut s'attendre à ce que la crédibilité et la notoriété aillent ensemble et que l'un entraîne l'autre. Mais aujourd'hui, on a finalement un label Innovatif qui me semble crédible, mais dont la notoriété est faible. Donc ma question c'est si demain le label LuxFlag par exemple, qui est peut-être moins crédible, j'en sais rien, mais exigeants, ça c'est sûr. Mais acquiert une notoriété extrêmement forte, est-ce que vous prendrez la décision de basculer et de demander la validation LuxFlag plutôt que la validation Novetic? C'est une bonne question. Je pense que tout à l'heure, on va apporté déjà quelques éléments sur ce sujet. Je crois qu'on ne peut pas se permettre d'être moitié disant sur le sujet. Et le niveau d'exigence que l'on doit avoir sur les labels, il doit être pérenne. C'est-à-dire que c'est toute la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on veut être labellisé.
mais on veut aussi des labels qui soient des labels crédibles dans la durée. C'est-à-dire que si tout le marché a le label, parce que finalement c'est plus facile d'avoir un label moins exigeant, finalement quelle est la crédibilité de ce label? Alors effectivement ça pose une difficulté, c'est la notoriété, puisque si le label est plus exigeant, il n'est pas forcément aussi exposé qu'un label très large. Je dirais que ça relève aussi sans doute un petit peu de notre rôle que de faire connaître ces labels. C'est-à-dire que tout ça, c'est le cercle vertueux, il ne fonctionne pas uniquement au sein même des gestionnaires, et les distributeurs aux particuliers comme nous avons notre rôle à jouer sur le sujet. Mais très clairement, je pense que l'exigence immédiate et de long terme, je rejoins complètement vos propos, font qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de revenir en arrière lorsqu'on a fait un choix. On ne peut pas se permettre de revenir en arrière juste pour des critères, juste pour une notion de simplicité ou de facilité. Et puis ça, j'ajouterais quand même qu'il y avait 2 initiatives. Il y en a une donc luxembourgeoise, dans Lux c'est pour Luxembourg, et il y avait une autre initiative aussi à un moment au Liechtenstein. Et il m'a été dit de sources diverses qu'il y a un problème de crédibilité pour le client final. C'est-à-dire qu'un label sur ce genre de critères venant de places de ce type-là, il y avait un petit problème. Et on parlait pas. Non mais on parlait du public allemand. Oui, absolument. Ouais. Attention à la puissance de feu du Luxembourg. Sur des volumes considérables, la puissance de feu l'est tout autant. Non, mais ce que dit très clairement les gens de donc LuxFlag, juste pour les non-initiés, c'est donc une organisation qui émane de la place luxembourgeoise et qui labellise pour l'instant des fonds de microcrédit et d'environnement, et qui a lancé un processus de label ESG, et non pas ISR, dont la caractéristique est effectivement d'être assez ouvert, ils le disent très clairement, à l'ensemble des pratiques disponibles sur le marché aujourd'hui. Ce qui caractérise l'ISR français aujourd'hui par rapport à, par exemple, l'Angleterre, où on est sur des démarches longues. L'avantage de l'ISR à la française, c'est qu'il y a quand même des process extrêmement normés avec des impacts, ce qui permet à l'équipe de recherche de Novetic de faire l'audit de ces process. Quand on est face à des produits ou à des produits qui disent faire de l'engagement sans marqueur vraiment, enfin, il y a aussi toute une définition de ce type-là. Pour l'instant, LuxFlag, effectivement, de toute façon, ce que disait Dominique, il y a des tas d'initiatives sur le marché. On voit bien la complexité de la chose, puisque, je sais pas, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait listé un certain nombre d'initiatives qui existaient à un niveau européen. La plupart ont capoté, soit pour des raisons de crédibilité, soit pour des raisons de débats interminables ne débouchant pas sur finalement des process. C'est pas si simple que ça. Et ce sera peut-être l'occasion de mettre un point final à ce débat aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on est assez bien placé pour savoir le travail que représente et l'exigence que représente la labellisation, et que faire tout ce travail-là nécessite effectivement que le retour final, ça soit cette crédibilité qu'on évoquait, ce fait de challenger des process. Et on était vraiment très fiers de vous présenter cette édition 2014, parce que le fait que ces 5 ans de travail aboutissent à la qualité de l'ISR qu'on a labellisé aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous. Et honnêtement, je crois qu'on peut nous attribuer une partie du mérite. Bien évidemment, l'autre partie revient à ceux qui sont là et qui font de la gestion ISR. Mais là, il y a un vrai cercle vertueux. C'était le message qu'on voulait que vous reteniez aujourd'hui. C'est qu'à l'arrivée, il y a une belle offre. Il y a évidemment des beaux labels. Et on verra ce que l'avenir nous réserve, parce que pour l'instant, je n'ai pas de marre de café. Merci beaucoup à vous tous d'être venus.